Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui écoute les podcasts des autres. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première recommandation d'écoute de 2024 qui, je l'espère, donnera le ton de cette année un peu plus fun que la précédente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous recommander quelque chose de drôle et divertissant, un podcast d'interview un peu décalé, incarné par David Castello-Lopez, un journaliste / humoriste que vous connaissez peut-être pour ses chroniques à la radio, ses vidéos YouTube ou pour ses chansons très drôles. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils se disent putain il a des trucs, ah moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content, tu vois. Depuis 1 an et demi, David Castello-Lopez incarne un podcast de Combini intitulé Small Talk, qu'on pourrait traduire par papotage. Le concept est assez simple, il invite une personne célèbre et discute pendant une petite heure de tout et de rien, sauf de la raison pour laquelle la personne est célèbre. Enfin ça, c'est sur le papier, parce qu'en réalité, les invités arrivent rarement à ne pas faire la promo de leur travail à un moment ou un autre. Les interviews de Small Talk sont souvent assez différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre. La parole semble plus sincère et moins polissée qu'ailleurs. Et ça, c'est grâce aux questions de David Castello-Lopez. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Qu'est-ce que tu penses du bois? T'as déjà bidé très fort? Est-ce que t'as un cœur complètement pur? Tu fais les drogues? Est-ce que t'avais des amoureux en primaire? Si tu devais sauver un seul raccourci clavier, ce serait lequel? Côté casting, Small Talk vise large puisque David Castello-Lopez interroge aussi bien des gens du cinéma comme Géraldine Nakache et Camille Chamou, de la musique comme le rappeur Medine ou la chanteuse Juliette Armanet, des stars de YouTube comme Monsieur Poulpe, Natou ou Hugo Décrypte et même des humoristes, je pense à Thomas N'Gijol ou Roman Frécinet. Mais les épisodes les plus surprenants, qui sont ceux que je préfère d'ailleurs, ce sont ceux avec des invités réputés sérieux, des personnalités médiatiques qu'on n'attend pas forcément dans un podcast aussi décontracté, comme la journaliste Léa Salamé, l'ancien président François Hollande ou le présentateur télé Stéphane Bern. C'est d'ailleurs son interview que j'ai envie de vous faire écouter parce qu'il dévoile une facette de sa personnalité assez éloignée de son image publique. J'ai passé de mauvais souvenirs du lycée Carnot, par exemple. Oui. Parce que j'étais dans le 17e arrondissement. J'y ai fait toute ma scolarité, de la 6e jusqu'à la prépa HEC. Oui. Et en fait, j'étais un peu... on m'appelait quatre yeux, j'avais des grosses lunettes, j'étais petit gros, j'étais habillé bizarrement, j'étais décalé, en fait. Tu t'habillais comment? Oui, je sais pas, c'est l'époque ma mère voulait absolument que je mette des knickers, c'était ridicule, tu vois, comme si tu mets des culottes courtes. Un gamin, un adolescent veut absolument être en pantalon long. Ouais. C'était horrible. Et donc toi, t'avais donc des knickers qui s'arrêtent au genou, en fait. Sous le genou, oui. C'était horrible. C'est une sorte de pantacourt, encore beaucoup plus court qu'un pantacourt, quoi. Oui, avec des chaussettes montantes juste en dessous. Mais c'était horrible. Et puis, non, je me suis fait un ami, je me souviens, Christophe, je pompais beaucoup toutes ses copies. Christophe, oui, je suis toujours en contact avec lui. C'était mon meilleur pote et il était très brillant. Oui. Mais on avait des échanges très drôles parce que je pompais sur lui, je recopiais intégralement ses devoirs de maths. Donc je suis arrivé au bac avec une super moyenne et au bac j'ai eu 4. Pour comprendre comment il fait pour arriver à percer l'armure de ses invités et provoquer une discussion sincère sur des sujets intimes, j'ai invité David Castello-Lopez au micro de Sans Algo. Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour Mathilde. Vous faites de la vidéo, un spectacle sur scène et maintenant un podcast qui est aussi diffusé en vidéo. Est-ce que vous préférez qu'on vous écoute ou qu'on vous regarde ? Quand on me regarde, on m'écoute aussi, généralement. Donc on pourrait dire qu'il y a plus. Donc peut-être je préfère qu'on me regarde parce que c'est plus complet comme expérience. Qu'est-ce qui vous a inspiré le format de Small Talk ?
Il faut noter que ce n'est pas à moi que ça a été inspiré. C'est une idée, disons, dans ses grandes lignes, qui a été celle de celui qui a été pendant très longtemps le directeur artistique de Combini, qui s'appelle Arthur King, qui depuis est parti de Combini, mais il avait, oui, cette idée, en fait, on invite des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Donc c'est lui qui a eu cette idée, et voilà, et en fait c'était quelque chose qui... moi qui fais beaucoup un journalisme des petites choses, disons, c'était quelque chose qui me plaisait comme idée et qui me correspondait aussi, je pense, qui correspondait à ma personnalité, quoi. Donc en fait, j'ai dit, trop bien, et puis voilà, puis de fil en aiguille, on a fait un pilote. Combini, c'est un média qui est connu notamment pour des formats vidéo très courts, très percutants. Oui. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de Oui. faire du format long, de la conversation. Comment vous avez décidé de la forme du podcast pour que ça reste un produit Combini ? Au départ, il y avait une volonté de faire de l'audio, de faire du podcast, ce que Combini, en tout cas à ma connaissance, ne faisait pas à ce moment-là. Donc l'idée, c'était on va faire de l'audio. Et quand on fait un podcast, c'est rarement des trucs de 1 minute 45. Donc il y a l'idée, tiens, on va accepter de faire quelque chose de plus long. Comment est-ce qu'on a gardé l'identité de Combini ? Je pense que c'est parce qu'il y a une petite... je sais pas, il y a une petite fraîcheur, on se tutoie, sauf le président de la République, mais en dehors de ça, je tutoie mes invités. Il y a un truc un peu dans la grande famille des trucs jeunes, cool. Voilà. C'est bizarre de dire, voilà, de s'auto-qualifier de cool, mais en tout cas, il y a un folklore un peu 18-25 ans, quoi. Voilà. Depuis quelques années, on vous connaît surtout pour des formats très écrits, très montés, très maîtrisés, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en chronique à la radio. Comment vous en êtes arrivé à vous reglisser dans les baskets de l'exercice de l'interview ? Le produit final qu'on voit de mes vidéos, effectivement, il est extrêmement monté, extrêmement cut, avec des minuscules morceaux d'interview qui, des fois, font 1 seconde et demie. L'interview en elle-même, dans tous ces formats, le moment où je suis en train de créer la chose, des interviews sont très longues. C'est juste qu'il en reste très peu dans le montage final. Mais donc, en fait, j'ai jamais, je pense, vraiment complètement perdu la main de ces interviews-là parce que je le fais tout le temps. Et ensuite... la petite chose différente, c'est que quand je fais des interviews pour mes vidéos, c'est vraiment genre, je cherche la micro-pépite qui va durer 2 secondes et qui va pouvoir m'aider. Là, non. Là, c'est dans la longueur, donc le droit à ce que ce soit ennuyeux est inexistant, quoi. C'est-à-dire, il faut que ce soit bien, du début à la fin. Je pense qu'on parle d'intimité, en fait, quand même beaucoup, avec des gens dont on connaît pas énormément l'intimité. Et du coup, ça crée un petit truc qui porte l'intérêt, même si les questions peuvent paraître anecdotiques et banales, quoi. Est-ce que vous préférez interviewer les autres ou être interviewé ? C'est 2 plaisirs très, très différents quand même. J'aime bien être interviewé. Généralement, en fait, c'est des moments où il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à vous et c'est toujours sympa. Et en plus, ça donne la possibilité de parler de ce qu'on fait et aussi de clarifier ce pourquoi on fait les choses nous-mêmes, en fait. C'est comme ça que je le vois dans les interviews. C'est-à-dire, tiens, il me pose une question, c'est une bonne question. Et donc, on apprend à se connaître soi-même aussi en étant interviewé. Le plaisir d'interviewer, c'est un peu moins du plaisir pur parce que c'est quand même du travail. Et il y a une attente et il y a une petite pression et il faut que ce soit bien absolument. Et la pression, je la trouve plus grande que quand on est interviewé où là, voilà, je vais dire ce que j'ai à dire. Donc plus de plaisir à être interviewé que d'interviewer. Au début de chaque épisode de Small Talk, vous résumez vous-même le principe du podcast. On va l'écouter dans l'épisode où vous recevez Panayotis Pasco. Le truc, c'est qu'on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne, elle est connue. Ok. Le problème, on c'est va parler de porno. Voilà. Ok, d'accord. Je comprends. Le problème, c'est que quand on a commencé à dire ça aux gens au téléphone, les gens, ils ont dit, mais attends, moi, j'ai des produits culturels à promouvoir. Ouais. Donc, ta gueule, je vais pas venir à ton podcast. Donc, on a dit, bon, ok, on fera un intermède. Mais non, au moi, je milieu. suis chaud, viens, on le fait full. Zéro intermède de promo. Putain. Voilà, c'est ça. Je suis sur C'est ça patate. que- On ouais. parle pas du tout du fait que j'ai 2 dates à l'Olympia le 23 et le 24 octobre. Voilà, comme ça, c'est fait. Ok. Ça, c'était le tout début. Je suis meilleur maintenant quand même. Hein. Je vois une absence de répondant assez violente, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas trop difficile de convaincre les invités de ne pas trop faire la promo puisque vous avez quand même décidé de leur laisser un petit espace où ils peuvent parler de leur actualité ? Ça dépend des invités. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une différence entre les invités eux-mêmes. La plupart du temps, ils sont contents de venir parler d'eux comme ça. Ils sont pas non plus hyper à cheval sur leur promo. Une différence sont donc entre eux et leur attaché de presse qui, du coup, leur travail, c'est la promotion, non pas de la personne en tant que telle, mais de quelque chose qu'elle a à vendre. Et donc, souvent, les attachés de presse, ils sont assez à cheval sur le fait qu'on va faire de la promo. Et ensuite, comment les convaincre ?
c'est de plus en plus facile. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quoi Smalltalk, quoi, Combini, 1 heure, vas-y, personne n'écoute, c'est quoi ce truc-là, vas-y. Et petit à petit, ah tiens, on a réussi à avoir telle personne et telle personne. Ah tiens, et puis les chiffres, ils sont pas mal sur YouTube et on écoute. Donc ça devient un truc qui se nourrit lui-même. Et il y a même des gens qui souhaitent le faire. Voilà comment on les convainc, quoi. Votre critère pour vos invités, c'est que ce soit une personne connue. Ouais. Sauf que c'est un critère qui est très fluctuant selon Ouais. qui on est, à quelle génération on appartient. Oui. Est-ce que votre critère d'être connu correspond à la ligne de Combini, c'est-à-dire être connu des 18-25 ans, ou être connu de vous et de votre équipe? Non, c'est pas être connu de moi, parce que il est arrivé, je ne dirai pas pour lesquelles personnes, mais qu'on me dise, tiens, on va peut-être avoir un. Et je fais, ouais, c'est qui? Et après, je remarque que c'est moi qui suis nul, parce que c'est effectivement une personne qui est très très connue, juste pas de moi. Il y a des gens pour lesquels c'est évident. Je sais pas, François Hollande, on se demande pas s'il est connu. C'est une certitude. Il y en a pour lesquels c'est plus fluctuant. C'est une science inexacte, et c'est donc dur de répondre à la question. À minima, oui, si c'est inconnu des 18-25 ans, ça va être difficile. C'est ça la vérité. Et que les gens que moi je connaissais pas, par exemple, et qu'on peut quand même dire qu'ils sont très connus, c'est des gens qui sont particulièrement connus, des gens très jeunes. Comment vous faites votre programmation d'invités? Quels sont les critères? Comment vous les choisissez? Et surtout, comment vous les programmez? C'est-à-dire, est-ce que vous intercalez un homme, une femme, des générations Oui. différentes? Comment ça fonctionne? On n'a pas clairement défini de cahier des charges. Il n'y a pas un nombre de followers sur les réseaux? Il n'y a pas un nombre de followers sur les réseaux. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'assez tacite, c'est qu'on ne reçoit pas des gens dont l'esprit général soit pas compatible avec l'image que veut transmettre Combini. Par exemple, Goebbels, non, c'est hors de question. Et ensuite, c'est, oui, un minimum de notoriété, quoi. Et puis du coup, il y a des gens qui sont vexés, tu vois, parce qu'ils disent genre, mais tu veux pas m'inviter? Et en fait, la vraie raison pour laquelle on ne s'invite pas, c'est pas parce qu'ils font des choses pas bien, c'est parce que on considère, à juste titre ou pas, qu'ils sont pas assez connus, quoi. À quel point vous connaissez vos invités avant de les recevoir? Est-ce que pour l'instant, c'est majoritairement des gens que vous aviez déjà croisés avant, ou il y a des gens que vous rencontrez pour la première fois lors de votre interview? Je dirais qu'il y a un tiers peut-être que je connais personnellement avant, les 2 tiers que je connais pas, et parmi les 2 tiers que je connais pas, il y en a un tiers où peut-être on a déjà parlé sur Instagram, un petit peu comme ça dans le passé, parce que je leur ai dit que j'aimais bien ce qu'ils faisaient ou qu'ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce que je faisais par ailleurs. Donc non, il y a des gens que je découvre vraiment complètement, quoi, complètement. Vous, le principe, c'est que vous allez quand même poser des questions assez intimes, mine Oui. de rien, sous une forme plus innocente qu'elle n'est vraiment. Mais est-ce que c'est plus dur de poser des questions intimes à quelqu'un qu'on connaît ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est plus facile de les poser à quelqu'un qu'on connaît, quand même. Parce qu'en fait, il y a un petit travail, une petite mise en contact qui a été faite avant, quoi. On a discuté, on a appris à se connaître un petit peu. Et après, il peut y avoir des exceptions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a surtout des gens qui sont plus disposés que d'autres à parler de leur propre intimité. On devine que si vous voulez interroger les gens hors promo, c'est aussi pour avoir une parole sincère, désintéressée. Le nom de votre spectacle, c'est Authentique. Oui. Je pense que l'authenticité, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Est-ce que vous trouviez, avant de faire ce podcast, que les interviews de personnalités que vous entendiez manquaient d'authenticité? Oui, je pense qu'elle manquait d'authenticité, mais je pense que d'une façon générale, c'est quelque chose qui a été un tout petit peu résolu par le podcast. Le podcast en général? Le podcast en général. Ça a été résolu par Smalltalk, qui a vraiment, Par il mon y a eu un podcast. avant et un après mon podcast, je pense qu'on va vraiment le dire. Non, le podcast en général, c'est-à-dire que j'ai déjà écouté, même avant de commencer Smalltalk, des podcasts de gens où d'un coup, on est dans leur intérieur et je sais pas, et comme c'est pas vraiment filmé ou pas toujours, il y a une impression d'authenticité plus grande qui se dégage. Et voilà, je pense que Smalltalk s'inscrit là-dedans et peut-être même moins que certains autres, parce qu'effectivement, il y a quand même maintenant la caméra, et je sais qu'il y a des gens qui viennent et qui sont un peu conscients, quoi, du fait qu'il y a la caméra, qui veulent se recoiffer, qui se demandent, ah tiens, est-ce que c'est mon bon profil ou pas? Pourquoi ce choix de filmer les entretiens? Je pense que c'est tout simplement pour pouvoir le distribuer plus facilement sur d'autres plateformes que simplement les plateformes audio. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose sur Instagram ou si on veut faire quelque chose sur YouTube, c'est un peu dur de juste mettre du son avec une waveform qui bougeotte, quoi. Est-ce qu'on peut parler des étapes de fabrication d'un épisode de Smalltalk? Ouais. Par quoi ça commence? J'imagine que c'est discuter avec la rédaction de Combini des invités. Ouais. C'est eux qui vous proposent des invités ou c'est vous qui choisissez? On se voit de façon un peu informelle, on se dit alors à qui c'est qu'on pourrait avoir? Attends, il y a elle, il y a elle, il y a elle, il y a lui, ah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, lui, c'est déjà essayé de l'avoir. Donc il y a une petite discussion comme ça.
Et ensuite, il y a un booker chez Combini qui s'appelle Alexandre Duarte et qui a un excellent réseau. Et donc lui, des fois, on a envie d'avoir des gens, puis c'est pas possible. Il me dit, ah mais en revanche, j'ai elle ou j'ai lui. Et à partir de là, donc une fois que c'est booké complètement, on sait que c'est telle date. Et là, il y a une journaliste à Combini qui s'appelle Barbara Silvera Sonigo qui me fait une sorte de fiche, en fait. Elle regarde énormément de choses, elle lit énormément de choses sur la personne que je vais recevoir. Et elle me dit des informations sur cette personne. Ensuite, moi, je prends cette fiche-là et là, j'écris l'interview. Ça dépend pas mal de si j'ai quelque chose de personnel à dire sur la personne. Sur Alexandre Astier, par exemple, que j'ai reçu là, il y a 15 jours et qui va être le prochain épisode de Small Talk. Alexandre Astier, je le suis depuis 20 ans. Je sais pas, 10 histoires. Vous suivez son travail, vous le suivez pas lui. Non, je le suis personnellement dans la rue et d'ailleurs, il était un petit peu gêné. Non, je suis son travail. Enfin, j'ai regardé tous les épisodes de Kaamelott. J'avais un rapport personnel à Alexandre Astier, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc là, j'écris souvent des petites introductions comme ça où je vous parle de ça. Et ensuite, je construis l'interview à la fois avec les informations qu'on m'a données Barbara et aussi avec des idées qui peuvent me venir de « Ah tiens, il a telle caractéristique, tiens, je pourrais lui poser cette question. » Et ensuite, il y a un certain nombre de questions que je pose à tout le monde. Est-ce que vous étiez cool au collège, par exemple? Ça, c'est pour tout le monde. Ainsi que si vous deviez faire l'amour avec une personne décédée, qui serait-ce? Il y a une autre question qui revient souvent, c'est quel rapport avez-vous avec votre visage? Et cette question, elle m'intrigue. Pourquoi vous posez cette question à vos invités? C'est pour briser la glace et les faire parler de leur physique? C'est complètement pour les faire parler de leur physique. La vérité, c'est que tout le monde a un rapport très très précis à son visage. La plupart des gens, on sait très bien en fait. On sait très bien ce qui va pas, ce qui est bien. Et c'est un peu un test de sincérité parce que je vois les gens qui sont entièrement honnêtes, des gens qui peut-être le sont un peu moins. Et non, c'est une question que je trouve assez intime, originale et assez universelle en fait. Tout le monde a un visage, tout le monde a un avis sur son visage. Combien de temps durent vos interviews? Elles durent pas beaucoup plus de temps que ce que vous voyez à la fin. On coupe, je dirais, entre 5 et 15%. Je dirais, de la totalité. Donc, quand vous avez une interview d'1 heure, elle a peut-être duré 1 heure et quart. Quand elle fait 40 minutes, elle a peut-être duré 50. De plus en plus souvent, à la fin des épisodes, vous dites ça. Camille Chamou, merci. De rien. Merci, c'était super sympa de small talker avec toi. Alors tu as dit plein de choses vraies dans cet épisode de Small Talk. Et donc, il y a quelque chose que les gens peuvent faire. Vous pouvez aller sur la fiche Wikipédia de Camille Chamou, comme d'habitude, comme je vous le demande à chaque fois, et vous prenez les informations que Camille Chamou a dites sur elle-même, et vous mettez ce podcast en source. Et la vérité de l'existence et le savoir universel augmente grâce à Small Talk. Ouais, merci Camille. J'aime beaucoup. Merci à vous. Alors, je le faisais systématiquement au début et c'est plutôt que maintenant je le fais un peu moins. On m'a tapé sur les doigts, il y a je sais pas qui, un contributeur Wikipédia qui m'a dit c'est pas une bonne chose de faire ça. Je me souviens plus de quels étaient ses arguments, mais je pense que ça m'a un peu refroidi. Voilà, donc je le fais un petit peu moins maintenant que je le faisais. Et pourquoi vous le faisiez? Parce que c'était un petit gimmick sympa. Pour quelqu'un qui a beaucoup fréquenté Wikipédia, on voit toujours qu'il y a un problème de source des fois. Il y a des informations qui peut-être avaient été prises sur Wikipédia pour faire la fiche et donc sont fausses. Et je dis, voilà, là vous avez une contradiction frontale de la source principale. Allez-y, quoi. Voilà, c'est pour ça. Puis en plus, c'est un peu rigolo, généralement, ça fait un peu rire les gens. Je crois que c'est dans votre spectacle, vous parlez de l'interview que vous avez faite de François Hollande dans Small Talk et du fait que pendant qu'il vous parlait, vous étiez en train de vous demander ce qu'il pensait de vous. Est-ce que depuis, vous avez réussi à être un peu moins conscient de vous-même en interview? Oui. Il y a toujours un truc, en particulier, la vérité, c'est quand on parle à des gens qu'on admire, on a terriblement envie qu'ils nous trouvent bien, quoi. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Je sais pas si c'est une mauvaise chose, parce que moi, je trouve que l'envie d'épater, l'envie que les autres nous trouvent super, et en particulier les gens qu'on admire, c'est une façon aussi de se dépasser soi-même et de faire des trucs mieux. Donc je pense que d'une certaine façon, c'est une vanité, ça je le dis pas dans ce spectacle. Mais si elle est bien guidée, elle est fertile, quoi. Donc non, je pense toujours à ce que mes invités, en particulier ceux que j'admire, pensent de moi, mais je suis peut-être un petit peu moins maladroit et tétanisé que je l'ai été à une époque, quoi. Dans Small Talk, c'est votre nom, votre tête sur la jaquette. En tout cas, au moment où vous avez lancé le podcast, les gens sont venus pour vous, plus que pour l'invité, parce qu'ils aiment votre travail, votre style. Comment vous faites pour ne pas prendre toute la place et laisser l'invité prendre la place?
Une partie des gens sont venus pour moi, oui, mais bon, normalement, c'est que des gens connus. Donc, les gens connus ont des fans et les fans... Vous faites partie de la catégorie des gens connus. Non, quand même, faut pas exagérer. Je pense pas que j'ai jamais reçu quelqu'un qui soit pas plus connu que moi. Je pense que la totalité des gens que j'ai reçus, peut-être des petites exceptions au tout début, mais dans l'ensemble, les gens, ils sont quand même plus connus que moi, quoi. Voire beaucoup, beaucoup plus connus que moi. Quand je reçois Alexandre Astier, je suis rien, quoi. Je suis une poussière face à sa notoriété à lui. Et donc, je pense que quand même, les gens viennent pour les autres. Donc, c'est pas vraiment mon show. Est-ce que le fait de faire des enregistrements sur scène en public, c'est un axe de développement que vous envisagez, ou en tout cas une envie que vous avez ? Oui, alors c'est beaucoup plus de travail. Enfin, surtout beaucoup plus de gens qui travaillent dessus, beaucoup plus de contraintes, tout ça. Beaucoup plus de pression aussi, parce que en même temps que d'être une bonne interview, ça doit être un bon spectacle. Et ça reste quand même 2 personnes qui discutent sur scène. Il n'y a pas de pyrotechnie, de lumière dans tous les sens, tout ça. Donc, mais oui, c'est un axe... J'aimerais pas que ça soit la règle, mais j'ai bien aimé les 2 fois où je l'ai fait, ça a bien marché, donc je serais content qu'on continue, quoi. Ouais. Dans Small Talk, vous demandez à vos invités avec quelle personne morte ils auraient aimé coucher avant qu'elle ne meure, évidemment. Moi, je vais vous demander quelle personne morte vous auriez aimé interviewer avant qu'elle ne meure. Ah ouais... Genre une idole d'enfance ou... Ah oui, ouais, très bien. Michael Jackson, c'est une des premières personnes dont j'ai été fan à m'en casser la tête quand j'avais 10-11 ans. C'est sur sa musique que j'ai dansé mes premiers slows. Et j'adorerais faire Small Talk avec Michael Jackson. Probablement, ce serait une très mauvaise idée parce que trop connu, en fait. Il y a un truc, je pense, il y a des niveaux de célébrité au-delà desquels, genre, c'est impossible de pas contrôler ta parole. Parce que tout prend des proportions gigantesques à chaque fois que tu dis quelque chose. Donc, ça aurait peut-être pas été un très bon small talker, mais en tout cas, j'aurais adoré l'interviewer. Merci beaucoup, David Castello-Lopez. Merci à vous, Mathilde. Small Talk, c'est un bon programme à écouter si, comme moi, vous êtes en deuil de À bientôt de te revoir, le podcast d'interview décalé que Sophie-Marie Larouille animait pour Binge Audio jusqu'en février 2023. Le style est différent, mais l'idée est la même, parler de sujets sérieux en parlant de questions qui semblent absurdes. Small Talk de Combini est disponible sur toutes les plateformes de podcast ou sur YouTube pour la version filmée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je ne peux que vous inviter à mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco, toujours garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, le montage par Marius Sor et la réalisation par Aurélie Rodriguez.